Salut les mecs, salut les meufs, aujourd'hui on va voir comment avoir un stage à l'étranger en 2023 en tant qu'ingénieur ou mec de master, etc. ou même bachelor. Donc moi je me présente, je m'appelle Hugo, je suis actuellement en stage d'ingénieur à l'étranger en Allemagne, à Munich, dans une grosse boîte de l'automobile, donc je vous laisse, ça c'est pas très dur à déduire laquelle c'est. Donc un peu par rapport à moi, mon parcours, etc. Donc moi je viens d'une université, bon, plus précisément une école d'ingénieur un peu claquée au sol. Donc après le bac, j'ai directement intégré cette école. Et en gros, j'ai fait d'autres choses dans mon parcours professionnel pour que j'ai ce big stage d'ingénieur à Munich que normalement seuls les mecs trop chauds d'école du top 5 français ou même d'Allemagne ont. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait, je vais vous montrer que c'est pas impossible, que si vraiment vous avez la motivation, même en venant de Poitou-Charentes dans une école toute pétée, vous pouvez y arriver les gars. Donc let's go, c'est parti. Les gars, déjà, pourquoi aller à l'étranger les gars dans votre parcours professionnel? Bon déjà évidemment c'est super valorisé sur un CV, ça montre que vous allez hors de votre zone de confort, etc. Mais surtout, en fait en France, ce qu'on a, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que le recrutement il se fait beaucoup par rapport à l'école en fait, surtout par rapport université, école d'ingénieur. Donc les écoles sont classées dans des groupes, groupe A, groupe B, groupe C, etc. Ou même les entreprises ont leur propre classement et après vous avez des grilles salariales associées à chaque école en fait, à chaque groupe. Donc par exemple vous avez un entretien RH, un entretien, on verra ça dans les entretiens et tout plus tard. Vous avez un entretien, etc. Et là on vous dit ah bah votre école elle pue la merde, allez ciao, vous pouvez pas rentrer dans cette entreprise automatiquement. Moi j'ai eu des candidatures par exemple pour des entreprises genre Dassault et tout. Le poste, je correspondais exactement au poste avec les expériences qu'il fallait, etc. J'ai même pas eu un seul entretien. Donc voilà, on soupçonne un petit peu ce genre de méthode et donc là, d'où l'intérêt d'aller à l'étranger parce que là justement ils s'en foutent complètement de votre école, ils savent absolument pas ce que c'est, sauf dans de rares cas, genre une centrale ou une mine ou une INSA, tu vois. Donc voilà, vous avez tout intérêt à aller à l'étranger pour ça, pour un peu esquiver cette méritocratie française. Et aussi, donc vous avez également des bourses, hein, la bourse stage, donc je parle de l'Europe. C'est en Allemagne, c'est 430 boulas par mois, donc c'est plutôt à l'aise. Hein. Et en général, les salaires de stage à l'étranger, ils sont pas mal élevés quand même, surtout dans des pays genre l'Allemagne. Genre là, moi, pour vous donner une idée, je suis payé 1800 euros par mois. Bon, ça veut un peu rien dire, ça reflète pas du tout tous les stages à l'étranger. Mais si vous allez dans des bonnes boîtes à l'étranger, vous pouvez être plus payé qu'en France, c'est sûr. Ok, maintenant les gars, les inconvénients de partir à l'étranger, je pense que c'est intéressant de les citer aussi. Euh, donc bah il y a évidemment le fait d'être éloigné de tout son cercle famille et également amitié. C'est vrai que quand tu vois t'as des potes qui tapent leur meilleur life tous ensemble à Paris et que toi t'es dans un autre pays et tout, bon c'est vrai que ça peut foutre le seum, voilà. Mais après c'est également une bonne opportunité de sortir de sa zone de confort et tout, d'essayer de rencontrer des gens, etc., de rencontrer une autre culture. Donc voilà, c'est un équilibre à avoir. Il y a aussi le fait c'est assez différent d'un Erasmus en fait. Moi j'ai fait un Erasmus dans mes études et là c'est vrai que tu arrives dans un autre pays et tu travailles quoi. Donc faut vraiment s'adapter à l'environnement à la culture, à l'environnement de travail, etc. C'est vrai que si tu tombes dans une équipe un peu nulle à chier où t'as pas beaucoup de jeunes, tu t'entends pas trop bien avec tes collègues, ça peut vite être déstabilisant. Donc voilà pour ce qui est des inconvénients. Ok, maintenant les gars, on va passer à la sélection des offres. Donc comment est-ce qu'on sélectionne des offres? Bon, c'est assez direct, hein. Il n'y a pas vraiment de solution magique, hein. Mais en général, vous regardez juste sur tous les sites que vous pouvez, les gars, tous les sites que vous pouvez, vous y allez, vous balancez des candidats. Non, en vrai, non, faut pas trop faire ça. En général, faut bien sélectionner quand même ses candidatures. Surtout, faut adapter donc chaque candidature à chaque offre, évidemment. Hein, ça, c'est quand même la base la base de la base. Donc pour des exemples de sites tout bêtes,
Si vous avez un exemple précis d'entreprise, postulez sur les job portals des entreprises. Donc c'est vraiment les sites de carrière des entreprises. Donc par exemple, moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que mon université, certes, elle est un peu nulle à chier, mais elle a un espèce de référencement d'offres d'entreprises. Et là, j'ai pu voir une entreprise que je visais pas forcément, mais qui avait l'air stylée. J'ai cliqué sur le bail et après, ça m'a renvoyé sur leur site en fait de carrière. Et là, il y avait toutes les offres. Donc si vous avez des entreprises en tête, allez sur leur site de carrière. Sinon, si vous voulez voir un petit peu, par exemple, stage data scientist sur n'importe quelle entreprise, vous allez sur LinkedIn, vous tapez data scientist dans la section emploi et vous allez trouver des dizaines d'offres. Après, le désavantage de cette méthode aussi, c'est que il y a énormément de candidatures en même temps et ça c'est vraiment c'est un délire. Donc voilà, après il y a énormément de sites, mais c'est clairement pas la partie la plus compliquée, juste envoyer pas mal de candidatures, adapter vos candidatures. Donc déjà les gars, je pense que c'est assez important de se dire qu'est-ce que les entreprises recherchent en fait dans un candidat. Donc en général, moi ce que j'ai remarqué, vu que là en plus je vais faire passer me demandez pas pourquoi, mais j'ai à peine fait 1 mois de stage chez la grosse entreprise en question et je vais déjà faire passer des entretiens à des mecs de Polytechnique et tout. ça me fait vraiment bien rire. Enfin bref, et en fait ce qu'on m'a dit déjà dans les entretiens que je devrais faire passer, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que la première étape c'est un entretien de fit où en fait vous discutez juste avec le candidat. Et déjà, il y a énormément de filtres en fait qui va être appliqué à cette étape. Donc c'est-à-dire qu'on va virer énormément de candidats juste après les 15 minutes de discussion. Donc les 15 minutes de discussion, ça va être on a regardé votre CV, etc. On va vous poser des questions sur votre CV, sur votre journey, en fait, votre parcours professionnel. Et justement, on va dire, ok, pourquoi est-ce que tu as fait telle expérience, qu'est-ce que tu peux apporter pour l'entreprise, etc. Et en même temps de tester donc vos expériences et votre parcours académique. En même temps, on va tester un peu comment est-ce que vous vous comportez en fait par rapport à un stress ou même avec différentes personnes autour de vous. Est-ce que vous êtes assez sociable? Est-ce que vous savez parler, etc. Et ça, c'est vraiment un point crucial, les gars. C'est-à-dire que si vous savez pas parler, vous savez pas communiquer, c'est mort. Genre, si vous perdez vos moyens pendant l'oral, c'est dead, c'est foutu. Donc voilà, c'est à peu près tout par rapport à cet entretien de fit. Et ensuite, donc là, c'est vraiment très important de faire un CV, mais si vous arrivez à cette étape, c'est que vous avez déjà un bon CV généralement. Et donc après, on a dans certains cas, donc là on va prendre l'exemple d'un CV de data scientist, donc ce que j'ai fait moi pour avoir mon stage à l'étranger. En général, donc pour tous les emplois tech un peu comme ça dans des grosses entreprises, il y a des entretiens techniques. En général, l'entretien technique c'est l'entretien le plus redouté. C'est là où on voit les vrais mythos qui mitonnent sur leur CV. Alors, les gars, on vous voit venir. Donc les gars, let's go, on va voir comment faire un bon CV pour passer toutes ces étapes de présélection des CV et d'entretien de fit. C'est parti. Ok les gars, l'étape de la sélection du CV, c'est parti. Comment est-ce qu'on crée un putain de CV pour passer ces maudites sélections? On va voir ça tout de suite. Donc en l'occurrence, c'est mon petit CV, donc Hugo, voilà, 3e année d'étudiant en ingénieur, ok. Donc ce CV, je l'ai utilisé bien évidemment pour postuler à tous mes stages, toutes mes tentatives de stage de cette année, donc stage de fin d'études. Donc surtout, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre vos coordonnées en fait tout en haut, ça me paraît assez évident. Je vous mettrai le template de ce CV dans la description, surtout si vous recherchez même pas des emplois forcément dans la tech. Là, en l'occurrence, c'est pour un job de data scientist, data science, machine learning, même software engineer. Donc pas forcément dans la tech, je pense que ça peut marcher vraiment avec énormément de jobs.
Donc on va aller dans... on va voir un peu les différentes sections. Première section, donc Data Scientist. Donc ça, c'est du gros bullshit. Alors en gros, moi, ce que je vous conseille de faire dans la limite du possible sur un CV, c'est pas de mentir complètement. Mais si vous avez une expérience et que vous pouvez l'améliorer vraiment à fond, genre moi, en gros, j'ai fait des petites missions de programmation pendant mes études. Donc j'étais auto-entrepreneur, freelancer on va dire, et je me suis fait passer clairement pour un data scientist en fait. C'est-à-dire que du coup ça m'a donné plus d'expérience dans le stage en question, et du coup ça a optimisé mes chances de passer justement toute cette étape de sélection de CV. Donc moi je vous conseille clairement de faire ça, parce que sans ça les gars, si vous n'avez pas d'expérience en plus, c'est mort, vous êtes obligé de faire ça. Juste dans la limite du possible, mentez vraiment pas complètement quoi. Donc voilà, différentes expériences. Allez-y avec des mots-clés genre created, implemented, design, des trucs comme ça pour vraiment attirer l'œil. Mettez des technos en gras ou des trucs majeurs que vous avez fait pendant le stage. C'est ce que je dirais. Essayez de mettre des hyperliens sur par exemple dans le cas de votre code en fait que vous avez fourni. Il y a certaines entreprises qui n'acceptent pas bien évidemment que vous puissiez montrer ce code sur un CV. Bon, moi en l'occurrence le stage là, de AI Engineer, c'était dans une grosse boîte de télécom, et en vrai je devrais pas dire ça, mais je devrais pas montrer le code, mais bon c'est grâce à ça aussi que les mecs ils sont sûrs de voir que vous avez bien fait ce que vous racontez sur votre CV, donc c'est aussi sympa. Donc voilà, ensuite, donc ça c'est pour ce qui est du work experience. Au niveau de l'éducation, voilà, reprenez la même structure. Le titre de votre éducation, bon là j'ai évidemment barré tous les trucs un peu sensibles, parce que j'ai pas envie qu'on me retrouve sur internet quoi. Voilà, mettez titre de votre formation bien évidemment, ce que vous faites dans la formation, très important, parce que les mecs ils connaissent absolument pas votre école, donc ils ont besoin de savoir c'est quoi le contenu de votre formation. Ou au pire des cas, mettez un lien du site web de votre école. Moi c'est ce que j'ai fait, je crois, j'ai mis un hyperlien sur ça. Donc voilà, ce qui est bien évidemment valorisé, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est votre expérience à l'étranger. Donc là, moi en l'occurrence, je suis parti en Suède à Chalmers, donc à Göteborg. Göteborg, c'est sur la côte ouest de la Suède. Et donc j'ai mis un peu les cours que j'avais pris, etc., les résultats que j'avais pu avoir. Donc ça aussi, c'est extrêmement valorisé. Mettez-le si vous avez eu des expériences à l'étranger, bien évidemment. Et je vous encourage à en avoir. Après, donc, la dernière partie du CV, en général, c'est soumis à plusieurs débats. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est donc les skills que je peux avoir. En général, ça, c'est pas très important, même si ça donne une vue un peu globale de ce que vous pouvez faire. En général, les mecs, soit ils vont pas jusque-là, soit ils regardent même pas. Je vous le dis direct. À la place que vous pouvez mettre également, c'est tout ce qui est hobby. Donc ce que vous aimez faire dans la vie, qu'est-ce qui vous personnalise entre guillemets en tant qu'individu. Parce que là en fait, mis à part ça, vous êtes un robot quoi. Vous avez des expériences professionnelles, vous pouvez faire des trucs, vous êtes une machine quoi. Mais c'est bien de mettre un petit peu de personnalité dans ce CV pour vous faire ressortir en tant qu'être humain en fait. Et puis cette dernière section, c'est un peu la section je me la pète, tu vois. Alors que j'ai rien fait de très spécial. Donc c'est ce que je vous disais dans les premières parties de la vidéo, c'est si vous avez l'opportunité de faire des choses pendant votre cursus, faites-les, et en particulier des espèces de compétitions de code, ou je sais pas, de projets dans les matériaux, de projets dans la biologie, de projets dans la littérature, j'en sais rien. Faites-les, mettez ce que vous faites à côté de vos cours. Si vous avez des certifications, genre des certifications sur la donnée, des certifications dans le réseau, des certifications dans l'entrepreneuriat,
mettez-les, ça va vous faire ressortir votre CV, ça va faire ressortir votre profil vers les recruteurs. Donc vraiment voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup ce template parce que c'est assez sobre. Vous comprenez un peu ce qui se passe, le niveau de la lisibilité, le niveau de la charge cognitive, c'est vraiment pas très élevé. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de typologies différentes, il y en a assez pour que vous compreniez, mais ça reste assez lisible. Et les informations sont saillantes, etc. Donc en vrai, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type de CV, et puis effectivement vous avez les hyperliens en haut, donc ça permet de voir un peu qui vous êtes, etc. Moi j'avais fait un site aussi pour l'occasion, où j'avais un portfolio en fait sur mon site, où en mode j'avais mis mes projets en programmation que j'avais fait depuis le lycée. Ça aussi les gars, ça peut vraiment vous aider. Moi je sais que quand j'ai candidaté à mon stage à l'étranger, les mecs, les recruteurs, ils m'ont dit clairement, ouais, t'étais le seul quasiment à avoir un profil GitHub. Et moi j'étais super étonné, je me suis dit, mais attendez, je postule à une entreprise qui fait 110 milliards de chiffre d'affaires, et les mecs qui recrutent, ils sont même pas foutus d'avoir un GitHub ou d'avoir un site web pour se démarquer. Donc les gars, allez-y, let's go. Et voilà, c'est tout pour les CV. Donc les gars, pour résumer, pour la partie CV, c'était un petit peu long, excusez-moi. Donc premièrement, poussez votre expérience au-delà de ce que vous avez fait, mais dans la limite du possible. Deuxièmement, avoir un CV lisible avec des informations qui ressortent. Ça me paraît assez évident, je vous mettrai le template dans la description. Troisièmement, donc expérience en relation avec le poste, voilà, pareil, ça c'est assez évident. Quatrièmement, projet et expérience atypique. Donc si vous avez fait des projets, des expériences à l'étranger, bien sûr mettez-la, dites ce que vous avez fait là-bas, comme ça en entretien vous allez pouvoir rebondir dessus. Ah, vous êtes parti en Suède, nanana, pourquoi est-ce que vous l'avez fait, qu'est-ce que ça vous a apporté, etc. Ça va attirer le recruteur, ça va attirer sa curiosité. Mettez vos projets extrascolaires bien évidemment dessus. Mettez des liens vers ce que vous avez accompli, donc ça c'est extrêmement intéressant. Voilà, le recruteur il n'a pas le temps d'aller sur votre profil, sur machin, sur bidule, rechercher vos projets que vous avez fait. Vous mettez votre expérience, vous mettez votre lien avec l'expérience. Il clique dessus, il va sur un GitHub, sur un truc, etc. Il voit votre projet, il se dit ok, il l'a vraiment fait, c'est bon. Et enfin, dernière étape, mettez des clés des mots-clés en fait dans vos expériences professionnelles pour que ça ressorte bien. Le recruteur, c'est connu, il passe que 20 à 30 secondes sur chaque CV. Donc essayez d'avoir un CV assez sobre, assez lisible, qui reflète ce que vous êtes également. Essayez de le personnaliser un petit peu. Et puis voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo va vous aider vraiment à postuler à des stages à l'étranger. Même en France, je pense qu'il y a pas mal de règles dans cette vidéo qui reflètent aussi les stages en France. Mais voilà, dans le cadre d'un stage à l'étranger, voilà, c'est ce genre de CV, je pense, qui va vraiment vous aider à décrocher des bons stages, des stages que vous voulez faire, des stages dans lesquels vous allez vous épanouir humainement et professionnellement. Vous allez rencontrer vraiment des gens vraiment super sympas. En tout cas, pour ce qui est des deuxièmes parties des entretiens, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo, parce que malheureusement, je pense que la vidéo est assez longue pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Les gars, soyez indulgents, c'est une première vidéo les gars, donc vraiment, voilà, soyez gentils. Et puis sinon, on se retrouve la prochaine fois pour la partie 2 de cette petite série sur comment avoir un stage à l'étranger les gars. À plus, portez-vous bien.